merci Olivier. Rebonjour. Sans plus attendre, voici quelques chiffres sur l'énergie. Et pour changer, je parle de méthode comptable, à gauche l'actif et à droite le passif. Un des vrais avantages compétitifs de la France, donc je vous demande de regarder en haut à gauche, concret pour tous et notamment pour les PME, le prix moyen de l'électricité qui est chez nous inférieur, c'est la mesure de 2014, de 23% au prix moyen de l'Europe. En revanche, et je vous emmène à droite, cette position de leader, d'une certaine manière, n'entraîne pas d'investissement étranger massif dans ce secteur, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque l'énergie, le secteur dans son ensemble, ne représente que 1% des implantations, de vos projets l'année dernière. En bas à gauche, et comme ça vous aurez la règle pour tout l'après-midi, les énergies renouvelables constituent évidemment un levier de croissance assez incroyable à l'échelle mondiale, et en France, on prévoit 300 000 emplois à l'horizon 2030. Mais la France continue d'accuser un certain retard, avec une part justement des énergies renouvelables qui est inférieure à celle de nos voisins, environ 20% en France et plus de 50% en Suède par exemple, 30% en Autriche. Il y a beaucoup de raisons, je pense que l'échange qui suit va y venir. Et s'il fallait retenir que 2 données pour cette table ronde énergique, selon le baromètre EY, les investisseurs estiment que l'énergie sera un des premiers moteurs, à égalité avec la santé, ça a été souligné tout à l'heure, de l'attractivité de la France dès 2016, devant le numérique et les biotechnologies. Et malheureusement, notre écosystème énergétique, c'est ce que vous voyez en dessous, avec 2 chiffres qui se superposent, moins diversifié sans doute, un peu plus protégé, un peu moins incitatif, attire 2 fois moins d'investissements internationaux que celui de notre concurrent britannique. Merci beaucoup. Donc je vais faire moi très rapide parce qu'on veut naturellement être sûr de bien profiter du ministre quand il sera là. Donc on va chanter un peu, simplement insister sur cette partie-là parce que nous sommes face à un défi qui est très important, le défi de la transition énergétique. Nous allons accueillir le monde entier, la COP21, avec tous les événements qui ont commencé. Et c'est naturellement, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération, bien comprendre. C'est un changement d'abord climatique. Et l'efficacité énergétique est au cœur du débat. L'intégration de tout ce foisonnement d'énergies renouvelables qui viennent de toutes sortes, et tous les réseaux tels qu'ils existent n'étaient pas prévus. L'émergence aussi d'un nouveau paradigme dans l'énergie, c'est-à-dire la production décentralisée. Pour l'instant, on était sur un modèle, en particulier en France, avec des grandes centrales qui distribuaient dans un rayon assez proche, j'allais dire, quelques kilomètres, quelques cinquantaines de kilomètres. Donc on est dans un changement de paradigme important. Avec ça, tous les enjeux qui sont liés à, je dirais, l'interaction de l'ensemble de ces systèmes qui injectent dans le réseau, qui créent naturellement des sujets complètement nouveaux de smart grid, de cybersécurité. Donc bref, nous sommes face à un grand nombre de changements qui sont des changements qui sont complètement, on pourrait dire, disruptifs au sens qui remettent en cause des éléments qu'on a connus. Et encore tout à l'heure, quelqu'un disait qu'on profite des infrastructures qui ont été investies dans les années des 30 glorieuses. Comment on va être capable de se mettre à l'aune et je dirais au diapason de cette nouvelle donne économique? Ça, c'est vraiment le grand sujet. Il y a des défis qui sont technologiques, il y a, comme je l'ai dit, des défis budgétaires, mais il y a aussi des défis en termes industriels. Et là, un point sur lequel je veux insister, c'est que c'est un défi auquel est confronté le monde entier, où il y a une compétence spécifique à la France. La France a en plus l'avantage d'avoir, à part des mers partout autour de son territoire, d'être au centre de l'Europe. C'est la plaque de cuivre de l'Europe. Vous êtes peut-être pas au courant que vous êtes assis sur une plaque de cuivre. Mais c'est effectivement, si on veut faire circuler le courant entre les différents pays en Europe, ça passe par la France. Donc ce rôle est central, au cœur de l'Europe. Et il faut savoir saisir cette chance, mais le faire d'une manière intelligente, notamment en inscrivant l'ensemble des PME industrielles françaises qui ont des compétences face à ce changement complet de technologie. Comment on est capable de nous inscrire dans cette démarche. Voilà. Et on dit ça, je te passe la parole, Nicolas. Merci Christophe Demestre. On va tout de suite rentrer dans la première thématique de ce débat, qui se tient effectivement à moins de 2 semaines de la COP21. Ça fait tout son intérêt. D'abord, on va préciser les enjeux de la transition énergétique, puisque c'était l'expression de l'année, évidemment, et surtout à quelles conditions elle peut nous être favorable, nous la France, à quelles conditions on peut la réussir. Et c'est Jacques Mulbert, le président d'ABB France, qui va nous parler de ces enjeux. À vous. Oui, merci Nicolas. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un certain flou qui entoure la transition énergétique et qui empêche d'en établir une vision partagée.
si bien qu'on tombe assez vite dans un débat sur le terrain idéologique ou polémique. Ce qu'il convient de faire, c'est de se retrouver autour de quelques objectifs de manière à en établir une vision politique sur laquelle on puisse travailler. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de se retrouver autour de 3 objectifs et, je dirais, un prérequis. Le premier objectif consiste à réduire les impacts environnementaux de la génération et de l'utilisation de l'énergie au sens large. Alors ça revient, comme on peut l'imaginer, et Christophe a commencé à y faire référence, à utiliser davantage d'énergie verte ou d'énergie renouvelable pour, de manière évidente, réduire les émissions de gaz polluants, de CO2, de gaz à effet de serre, respirer un meilleur air et lutter contre le réchauffement climatique. Premier objectif. Le deuxième objectif sur lequel je vous propose de nous retrouver, c'est la maîtrise des coûts de l'énergie. Cette transition énergétique va nécessiter des investissements importants qui, au moins dans une phase intermédiaire, vont surenchérir le coût de l'énergie. Il va s'agir de maîtriser davantage ce coût de l'énergie. La meilleure manière de le maîtriser, c'est de mieux utiliser l'énergie. Alors, excusez-moi d'enfoncer quelques portes ouvertes. Pour mieux l'utiliser, il faut d'abord consommer moins. Et consommer moins, ça passe par le comportement de chacun d'entre vous et par l'utilisation d'un certain nombre de technologies qui existent et qui seront encore améliorées, qu'elles soient actives ou qu'elles soient passives. La deuxième manière, c'est de consommer mieux. Et pour consommer mieux, il s'agit de réduire les pertes. Alors, si on regarde les 4 grands foyers de consommation de l'énergie que sont l'industrie, le bâtiment, les infrastructures et le transport, dans chacun de ces domaines-là, il existe, et il en existera davantage à l'avenir, des solutions pour réduire significativement les pertes engendrées par l'utilisation de l'énergie. Le troisième objectif que je vous propose, c'est de développer et d'intégrer de nouveaux usages dans le quotidien, dans notre quotidien, dans le quotidien des consommateurs. Alors je vais en citer quelques-uns, je ne prétends pas être objectif. Le premier, ça va être des nouvelles façons de se déplacer. L'électricité va devenir centrale dans le déplacement, dans tout type de déplacement. Donc le déplacement terrestre, les déplacements marins, le rail, etc., etc. Deuxième chose, par exemple, dans tout ce qui va constituer le chauffage. Il va y avoir des réseaux chaud-froid qui vont être appuyés sur des énergies différentes et des principes techniques un peu différents. Enfin, je pense que dans la manière même dont nous allons consommer l'électricité, nos usages vont changer. On va considérer beaucoup plus à l'avenir l'équilibre global de la production et de la consommation. Et on sera amené à faire du stockage individuel de l'électricité. Et on sera amené à mettre en œuvre ce qu'on appelle les stratégies d'effacement, qui consistent à consommer quand ça coûte le moins cher. Le prérequis de tout ça, parce qu'il faut qu'on accélère un petit peu, pardon. D'accord. Donc le prérequis, Christophe l'a évoqué, donc je vais aller vite, c'est d'avoir un réseau électrique intelligent. Pour les problématiques que Christophe a évoquées de décentralisation de la production électrique, pour pouvoir mieux équilibrer la production et la consommation, pour intégrer tous ces nouveaux usages, et aussi, et c'est très important, pour améliorer le pilotage des réseaux électriques. Ce n'est qu'en améliorant le pilotage, en étant le plus près possible de la saturation de leur utilisation, qu'on évitera des investissements onéreux. Donc dans tous ces objectifs, il y a des visées qui sont des visées de moyen et long terme, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire dès maintenant. Il y a des solutions technologiques qui existent et qu'on peut adopter tout de suite. Merci pour ce premier message. Un très rapide exemple, une très rapide illustration avant de passer à la deuxième thématique, parce que malheureusement on est pris par le temps. Peut-être avec vous, Patrick Roméo, sur la captation et le stockage du dioxyde de carbone, puisqu'apparemment, on parle souvent du gaz de schiste, mais il y a aussi un blocage mental sur ce point-là en France. Oui, je voudrais juste tenir un propos sur le fait qu'une transition, c'est un changement, et donc il faut savoir maîtriser les risques liés à ce changement, mais surtout avoir confiance dans l'innovation. Or, souvent, dans notre pays, nous sommes un peu les rois pour générer des blocages, parfois économiques, mais souvent mentaux. Et je vais prendre un exemple très simple pour illustrer mon propos, c'est le captage et le stockage du carbone. Pour réduire le réchauffement planétaire à 2 degrés, il est évident qu'il faut gérer le stock de carbone dans l'atmosphère. Il est aussi évident que le verdissement de l'économie nous conduira toujours à utiliser des énergies fossiles à l'avenir. Et on sait à l'horizon 2100 qu'on sera neutre en émissions nettes de carbone si
on se donne le moyen de capter et de stocker le carbone en terre. C'est techniquement très facile à faire. Il y a une quinzaine de projets actifs dans le monde, mais caractéristique de nos sociétés, c'est qu'il y a des blocages phénoménaux liés à cette idée. Nous avons transformé le carbone en un gaz toxique, bien qu'on le produise en respirant, et donc la notion d'enfouissement du carbone est devenue quasiment une notion d'enfouissement de déchets nucléaires dans l'esprit collectif. Et il y a donc énormément de barrages psychologiques et mentaux qui en fait empêchent d'adopter des solutions pragmatiques, où la France a des atouts énormes, une école des mines célèbre dans le monde entier, des champions nationaux dans le domaine du parapétrolier, dans le domaine de gestion des grands projets, etc. Donc mon propos, parce qu'il faut être court, c'est vraiment de dire que nous avons tous des blocages, la société française est championne des blocages, et qu'il faut essayer d'aller au-delà de ces blocages pour en fait adopter des solutions pragmatiques bon marché qui permettent de gérer des problèmes globaux. Ce qui est intéressant dans votre exemple, c'est que ce sont des solutions concrètes immédiatement applicables, déjà appliquées, qui existent par rapport à des enjeux de long terme qu'évoquait Jacques Mulbert, qui sont eux de moyen long terme, notamment dans le changement de comportement des consommateurs. Je vous laisse la parole, Patrick Roméo, parce qu'on va aborder la deuxième thématique de cette table ronde, qui est en fait d'attirer les investissements étrangers. L'importance d'avoir un marché ouvert, s'appuyer sur les sites de la France pour attirer les investissements étrangers. En quoi c'est une nécessité et ça passe par quoi? Bon, je dirais que la priorité de notre pays, c'est l'emploi et l'investissement. Ce n'est pas vraiment la nationalité de l'investisseur. Ça paraît être une évidence, mais si nous avons une démarche protectionniste de filière franco-française, alors ce sera un facteur de limitation des investissements étrangers en France. La transition énergétique, c'est par nature globale. Elle doit faire appel à une multitude de technologies que les acteurs nationaux ne peuvent pas maîtriser complètement. Donc, attirer des projets souvent pilotés par des groupes étrangers, c'est quand même le meilleur moyen de démontrer l'attractivité du territoire. Recaler à des appels d'offres des projets porteurs d'innovation au seul motif de la nationalité du promoteur, c'est un non-sens économique, mais c'est aussi un handicap pour la constitution d'une offre de qualité et compétitive. Donc voilà, pour assurer la meilleure contestabilité des marchés français, les États de la France invitent à recourir à des normes européennes en lieu de place de normes nationales qui sont souvent beaucoup plus contraignantes que les normes européennes, invitent à rejeter tout critère d'attribution un peu nationaliste pour que notre pays bénéficie d'offres positives en termes de concurrence et d'accès à toute la panoplie des produits et services disponibles dans le monde. Voilà. Merci. On va tout de suite illustrer ce message, peut-être avec un exemple chez Siemens, Christophe Demestre, un investissement qui a été préféré à l'étranger plutôt qu'à la France. Et je veux revenir sur quelque chose qui m'a particulièrement frappé, mais j'espère qu'il va se changer, c'est les fameuses attributions des rounds 1 et 2 dans le système des offshore. On se trouve finalement face à un engagement où j'avais caressé l'espoir d'investir en France une grosse usine. Et cette usine, maintenant, va être construite en Angleterre parce que la grosse opportunité des champs éoliens qui arrivent en Europe, c'est naturellement dans la mer du Nord, territoire fort connu parce que les pétroliers l'ont bien regardé de très près. Donc c'est là, c'est facile d'installer. Ils vont installer 40 gigawatts, c'est juste énorme, entre 32 et 40 gigawatts, qui va servir naturellement une communauté de pays. J'avais caressé l'espoir d'installer, de prendre un ou deux parcs dans le nord de la France, d'installer une grosse usine. Cette grosse usine avec 1000 personnes, c'est-à-dire à peu près 4000 implants à réduit, va se construire maintenant en Angleterre. Donc ça me laisse quelques regrets quand je parle d'investissement, de la couleur d'investissement. Au lieu de cela, on a naturellement privilégié des intérêts qui sont plus locaux et qui conduisent à une impasse qu'on connaît, sur laquelle je ne voudrais pas trop me revenir. Donc ça, ce sont des cas concrets où il faut casser des rentes, où il faut ouvrir le marché. Et il y a encore en France, il faut le dire, dans le domaine de l'infrastructure des transports, des rentes qu'il faut savoir ouvrir, qu'il faut savoir naturellement ouvrir, parce que c'est des engagements qui sont très forts. Juste sur la partie offshore, pour que vous, contribuables, ayez bien conscience de ce que ça veut dire, on parle d'une somme de 36 milliards sur 20 ans, sur les 2 champs, enfin sur les 4 champs qui ont été attribués pour l'instant. Donc c'est naturellement des engagements forts, et quand on fait un choix, on a besoin d'avoir un État stratège, comme l'ont été il y a quelques années ceux qui ont choisi la filière nucléaire. Il faut naturellement avoir à l'esprit de quoi discute-t-on, vers quoi on veut aller, quelle est la valeur ajoutée qu'on veut créer dans le pays et la connaissance, et notamment drainer tous les investissements qui vont avec. Un exemple très concret, merci. Autre exemple avec Otis, Pierre Dejoux. Oui, j'aimerais souligner 2 exemples positifs. Donc, je vais commencer par Carrier déjà.
Donc, grâce notamment à des normes européennes, parce qu'il est important d'investir en France à partir du moment donné où on s'attaque au moins au marché européen. On développe des systèmes de climatisation qui permettent de réduire de 80% les effets de serre. Donc ça, c'est développé, on a plus de 200 ingénieurs à Lyon, donc la capitale européenne de la climatisation est à Lyon, à Montluel. Dans l'ascenseur aussi, on a inventé le premier ascenseur qui est autonome en matière d'énergie. Voilà, donc il était installé à Nantes en France. Donc ceci a été réalisé dans notre usine en France et on exporte dans ces deux usines plus de 80%. Donc tout ça pour vous dire, à partir du moment donné où il y a des normes européennes, et il y a des systèmes ouverts, et j'aimerais revenir sur un point, et on parle beaucoup des bâtiments intelligents. Les bâtiments représentent 40% de l'énergie, c'est 20 fois plus que l'aérospatial, hein. Et à partir du moment donné où on aura des systèmes qui se parlent, qui soient ouverts, on peut passer à un stade supérieur et développer un véritable savoir-faire européen basé en France. Est-ce que Jacques Mulbert a une réaction par rapport à ça, par rapport à ces standards à la fois mondiaux, européens et français, toute la problématique qui est autour de ça? Oui, je vais aller vite. Donc, j'ai deux réactions. La première sur les standards, pour aller dans le sens de ce que viennent de dire mes camarades, ce n'est pas une bataille historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des choses aussi actuelles que les bornes de recharge des véhicules, il y a des problématiques de standards. La France est partie toute seule. Elle a dû changer les prises de ces bornes parce que la Commission européenne les a imposées. Donc, on n'est pas en train de parler de problématiques qui sont seulement historiques. Deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des atouts pour attirer en France. Il est un fait que la France est un pays très centralisé, ça a des avantages et des inconvénients. Un des avantages, c'est qu'on peut, quand on le décide, implémenter à grande échelle un certain nombre de choses. Et je voudrais prendre l'exemple de ce qu'a fait EDF et sa constellation sur les compteurs Linky, les compteurs intelligents qu'on va avoir chez nous. Ils vont en déployer 35 millions. C'est clair qu'à partir du moment où on sera capable d'avoir un protocole ouvert qui permettra à tout le monde de se connecter derrière, on a un champ d'expérimentation possible en France qu'on ne trouvera pas ailleurs. Merci. Troisième thématique, et elle est portée par Christophe Demestre. Ça concerne le prix de l'électricité. Il est réputé peu cher en France. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai? Et pourquoi il faut que ça dure? Et comment ça peut durer? Très rapidement, je pense que ça c'est un sujet naturellement dont tous les Français doivent être conscients. On profite encore une fois, et quand on fait des enquêtes internationales, vous apercevez qu'un des premiers éléments qui ressort, c'est la qualité de l'infrastructure et aussi le prix de l'énergie qui est très peu cher en France. Je pense qu'on ne s'en rend pas forcément tellement compte. Il y a peu de différenciation entre les utilisateurs industriels et, à la différence des pays allemands, notamment, enfin nordiques, plus général, allemands en particulier, où finalement les électro-intensifs qui sont des choses importantes, parce que quand vous êtes industriel, le prix de l'électricité varie entre 5% de base et 20% pour les chimiques, j'en vois ici qui sont en face de moi, ou alors la métallurgie, qui sont des industries de base très très importantes. Donc on est face à une situation, si on n'est pas capable de garder cet avantage autour de 40 € le mégawatt, si on n'est pas capable de garder cet avantage compétitif, on risque de se retrouver face à un mur d'investissement, de ne pas avoir suffisamment su anticiper les changements qui étaient en cours, c'est-à-dire décider que l'énergie naturellement nucléaire ne sera pas l'avenir complet de la France, certes, mais ça veut dire quelle est la stratégie industrielle qu'on est capable de mettre en place de telle manière à favoriser l'innovation, créer les ouvertures, parce qu'encore une fois, comme le disait très justement Jacques et Pierre avant, on a l'efficacité énergétique où on a des champions en France, aussi bien dans tous les domaines, notamment des PME et des grandes entreprises qui sont installées. L'efficacité énergétique est un point central de différenciation. Il faut qu'on soit capable de mettre les moyens de telle manière à exister dans ce marché. Et par rapport à cette problématique, puisqu'on est à 10 jours de la COP21, il y a la problématique justement du prix carbone, du signal carbone. Tout à fait. Je pense que là, il y a maintenant, et ça c'est quelque chose d'important, ça a été un signe fort qui a été envoyé à l'ensemble des acteurs. Et vous voyez maintenant, les grands énergéticiens ont pris le lead sur ce sujet en disant clairement il faut un prix de la tonne carbone et pas qu'il soit à 10 € ou avec des spéculations sur un marché assez opaque. Il faut vraiment créer là aussi un prix qui soit réel de telle manière équilibré et rendre un business model tout à fait appréciable. Ça, c'est une des clés de la réussite et je pense que ce sera la lecture que l'on aura aussi de la COP21. Est-ce qu'on est capable de prendre des actions qui soient vraiment concrètes de telle manière à favoriser l'investissement? Parce que bien comprendre que dans ce domaine-là, quand vous êtes dans le domaine de l'énergie, les investissements, les retours, les business plans, ce n'est pas sur 2-3 ans, c'est sur 20-30 ans. C'est ça la réalité. Donc personne et aucun investisseur, qui soit français, étranger, quel qu'il soit, et on a besoin d'investisseurs étrangers parce que c'est un tiers
de ce qui draine et crée la richesse en France, soit on est capable effectivement de mobiliser les énergies là-dessus, soit on passera à côté de cette révolution et on se retrouvera face à des défauts énormes. Ouais, sur la fixation du prix carbone, c'est mal parti pour la COP21, mais bon, sait-on jamais. Faut espérer. Qui veut réagir par rapport à cette thématique? Patrick Roméo de Shell, peut-être? Alors pour moi, le grand enjeu de l'électricité renouvelable, c'est le stockage de l'énergie, puisqu'en général, on ne consomme pas vraiment l'électricité lorsqu'elle est produite en abondance sous forme d'éoliennes ou de solaire. Donc le stockage de l'énergie est un enjeu et la rémunération de capacité de stockage est un enjeu. Par contre, il y a des opportunités formidables. Dans la grande panoplie des solutions, on sait produire de l'hydrogène avec de l'électricité, mais on sait aussi produire de l'électricité à partir de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est un merveilleux outil de stockage de l'électricité, puisque vous le produisez lorsqu'il y a excédent d'électricité et vous reproduisez l'électricité lorsqu'il y en a besoin. Et un endroit formidable où il est utile de produire de l'électricité, c'est dans votre voiture électrique. Aujourd'hui, la mobilité électrique est un peu pénalisée par les batteries, l'autonomie. Si demain, vous avez en plus une charge d'hydrogène dans votre voiture et une pile à combustible qui produit l'électricité de votre moteur, alors vous revenez dans la logique de l'autonomie des véhicules légers qu'on connaît aujourd'hui. Donc, par contre, le problème, c'est un problème de politique, parce que est-ce qu'on attend d'avoir des véhicules hydrogène ou est-ce qu'on attend d'avoir des stations-service hydrogène pour développer la solution? Et c'est là qu'une approche coordonnée est utile. Donc pour moi, on est vraiment dans un champ d'opportunités énorme, mais où il y a besoin quand même d'une approche très coordonnée. Merci pour cette illustration. Un mot peut-être de votre part, Pierre Dejoux, par rapport à cette thématique du... Oui, juste pour donner un autre exemple, et je rebondis sur le fait qu'il y a besoin d'avoir une approche coordonnée. Il y a un exemple qui me semble intéressant, c'est l'exemple des immeubles à énergie positive. Il y a un exemple concret, il y a un immeuble à la Défense qui s'appelle l'immeuble Ampère, avec la Sogeprom, et il y a un consortium qui travaille pour définir des batteries qui vont être utilisées pour le bâtiment. C'est des investissements, il faut le savoir, c'est de 20 millions de dollars, donc c'est des investissements importants. Ça nécessite différentes technologies, il y a des financements européens, et c'est des solutions qui seront valables d'ici quelques années. Donc je dirais que c'est un exemple concret de comment travailler ensemble, et je pense qu'aucune industrie réussit à trouver elle-même ce type de solution. Donc je pense que ça va permettre de faire des progrès importants dans ce domaine-là. Donc là, on revient à l'idée d'avoir un marché ouvert et la coopération de différents acteurs français et étrangers pour arriver à l'excellence. Christophe Demestre? Et un point peut-être pour ceux qui ne sont pas spécialistes de l'énergie, mais bien comprendre que le vrai sujet actuellement, c'est le stockage de l'énergie. Pour l'instant, l'énergie électrique est une énergie par définition propre, une fois qu'on la crée naturellement. Après, comment on est capable de la stocker? Et le seul moyen qu'on connaisse actuellement, c'est les barrages, où on stocke gentiment de l'eau, de telle manière à l'utiliser et réutiliser. Et la France a déjà un système très au point, mais qui représente à peu près 15-16% de la production nationale, donc qui n'est pas suffisant naturellement pour couvrir le besoin. La difficulté qu'on a naturellement en tant que citoyen, c'est que chacun et vous le voyez vous en tant qu'utilisateur d'un véhicule électrique, qui passe un véhicule électrique doit considérer qu'il n'aura plus une autonomie quasiment illimitée comme il l'avait avant. Donc tout ça, c'est des changements importants. Donc on ne veut pas perdre dans le confort qu'on a eu. La climatisation est un bon exemple. Ça consomme de l'énergie, mais qui voudrait maintenant revenir en arrière et avoir finalement renoncé à un certain nombre de bénéfices qu'il a eus? Donc il faut garder ça. Et le seul moyen de s'en sortir de cette équation très compliquée, c'est naturellement l'innovation. L'innovation, il y en a beaucoup en ce moment. Ça part dans tous les sens, ce qui est très bien, parce qu'il n'y aura probablement pas un seul mixte énergétique qui fera l'affaire, mais l'ensemble des constructeurs ici, présents, cherchent naturellement des solutions de stockage. Ça sera l'hydrogène, ça sera d'autres solutions, on en cherche, ça sera peut-être les batteries. Et là aussi, il faut savoir que les ruptures technologiques sont absolument fantastiques. C'est-à-dire c'est quasiment tous les 2-3 ans que vous avez un renouvellement complet d'efficacité dans les batteries. Donc pas de marché stabilisé, pas de modèle économique qui pour l'instant est suffisamment performant de telle manière à pouvoir justifier les investissements qui sont juste considérables. Je peux bien faire comprendre aussi, peut-être pour donner aussi des éléments concrets, si l'industrie automobile demain décide de passer à l'électrique, ce que nous, en tant que constructeurs Siemens, nous encourageons fortement,
D'ailleurs, les premiers bus de la COP21 sont équipés en électrique, vous verrez, enfin vous ne verrez pas, mais si vous regardez dessous, ça sera des systèmes de traction Siemens. Mais Un petit peu de pub. un peu de pub, ça ne fera pas de mal, mais comme c'est bientôt, donc vous verrez. Non, c'est un vrai défi. C'est-à-dire que si on veut passer maintenant à grande échelle, ça veut dire que les constructeurs automobiles sont quasiment obligés de béner tous les investissements extrêmement importants sur l'ensemble des industries qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont construit un modèle avec des moteurs très perfectionnés et de moins en moins polluants. Et ça veut dire que ça, c'est un write-off énorme. Donc cette transition, il faut l'accompagner. Il faut naturellement miser sur l'innovation, sur des ruptures technologiques qui sont dans tous les sens. Et effectivement, le véritable Graal là-dedans, et le premier qui trouvera aura sans doute gagné beaucoup, c'est de trouver effectivement les capacités de stockage qui correspondent aux besoins d'utilisation. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cette thématique? Jacques Mulbert? Non, je rejoins ce que dit Christophe, c'est la problématique. Donc aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises du secteur ont des recherches extrêmement importantes en la matière. Bon, il n'y a pas de solution satisfaisante, donc on arrive à des solutions qui sont des solutions qui s'adaptent à ce qui existe, donc qui ont une pérennité qui est discutable. Merci. Alors, le cœur de la discussion par rapport à cette table ronde sur la transition énergétique, on l'a dit, la France a des atouts, un savoir-faire. Maintenant, comment on fait pour exporter tout ça? Comment on fait pour conquérir les marchés qui sont à notre portée, qui existent déjà, qui sont en fort développement? C'est Pierre Dejoux qui va introduire cette thématique pour nous. Pierre Dejoux. Alors tout d'abord, la vraie reconnaissance passera par une reconnaissance internationale et par rapport à l'exportation. Ça bouge énormément dans le monde. Maintenant, j'ai des responsabilités globales et je reviens d'Asie et je peux vous dire qu'un pays comme Singapour est un pays qui bouge vite. Si je cite Singapour, ce n'est pas uniquement parce que tout le monde parle de Singapour, c'est parce que Singapour sont les champions du benchmark. Ils benchmarkent tout ce qui se passe dans le monde entier et après ils en font une synthèse. C'est pour ça qu'ils sont numéro 1 dans tous les classements. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils ont une humilité, ils benchmarkent et après ils font des pilotes, ils mettent en œuvre et ils vont très très vite. Donc mon point est, pour pouvoir être reconnu en matière d'exportation, il faut avoir une capacité d'exécution importante, il faut avoir des pilotes, il ne faut pas uniquement vendre des idées, mais il faut vendre des projets, il faut être capable de le démontrer, il faut être très concret. Alors juste pour vous donner une ampleur des marchés potentiels, le marché de l'électricité en Afrique, Kofi Annan a un think tank, il estime qu'il y a 620 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Et il y a un chiffre, moi, qui m'a surpris, voire qui m'a choqué. Dans le nord du Nigeria, on paie l'électricité 60 à 80 fois plus cher qu'à New York. Donc juste pour vous donner l'ampleur du besoin. Après, je vais reprendre la thématique des immeubles et des villes intelligentes. Donc je vous l'ai dit, ça bouge énormément. Il y a à l'heure actuelle 200 villes intelligentes, des projets officiels. Il y a 2000 projets d'immeubles intelligents. L'Inde, le Premier ministre indien, M. Modi, a annoncé 200 villes. Alors peut-être il n'y en aura que 100. Mais il y a un enjeu global. Donc je dirais, qui demain va attaquer le marché indien? Il faut savoir qu'on est extrêmement bien positionné au niveau européen. Notamment, on est mieux positionné que les Chinois, que nos amis chinois. Donc la question, c'est qui va gagner? Ça va être les Indiens qui vont développer leurs propres solutions. Ça va être des solutions européennes avec des consortiums. On peut imaginer des entreprises générales, des bureaux d'études, des start-up, des solutions qui sont fabriquées dans des sites européens. Ou alors ça va être Singapour qui a d'excellentes relations avec l'Inde, qui va exporter ces solutions. Donc je dirais l'enjeu, il est là. Et pour y arriver, comme on l'a dit, on a tous les atouts, on a la technologie, on a les talents, on a le savoir-faire, on sait faire les produits. Mais pour ça, il faut qu'on ait un coup d'avance sur l'interopérabilité de l'ensemble des services. Et je vais vous citer, il y a une anecdote pour ceux qui s'intéressent aux immeubles intelligents. Mexico développe des villes intelligentes. Donc le patron, l'adjoint au maire de Mexico a pour mission d'augmenter, de multiplier par 2 le nombre de caméras à Mexico. Donc il a eu l'ensemble des entreprises qui sont venues lui présenter des tas de caméras. Et à la fin, il a dit, mais attendez, moi je n'ai pas besoin de caméras, j'ai besoin d'interopérabilité, j'ai besoin que les systèmes se parlent. Donc si on fait en sorte, et là il est important que la France prenne le leadership, je dirais travaille avec l'Europe pour avoir des standards européens qui deviennent les standards du monde. Si dans l'ascenseur, on exporte dans le monde entier, c'est parce que les standards européens sont les standards mondiaux, à part les États-Unis.
Donc je pense que si on remplit ces conditions, eh bien, peut-être que demain, à Chennai, ça sera un consortium français avec des solutions européennes qui répondront aux solutions. Donc je dirais l'enjeu est là. Et ma vision, c'est qu'on développe une énergie 4.0, mais aussi un building 4.0 et qu'on prenne le leadership. Et comme l'Allemagne est leader dans le manufacturing 4.0, eh ben, que ce soit la France qui soit leader au niveau de l'énergie 4.0 et du building 4.0. C'est émouvant de voir tous ces groupes étrangers vouloir à tout prix que la France soit leader, alors qu'il y a des pays comme l'Allemagne qui aimeraient peut-être disputer ce leadership. Christophe Demestre, un mot par rapport à... Rassurez-vous, moi je ne suis pas responsable de l'Allemagne, je suis responsable de la France, donc je m'occupe de usines en France et qui exportent, donc à plus que 30%, donc rassurez-vous, c'est un intérêt commun. Tant mieux. Un mot sur Singapour, vous aviez un mot à dire sur... un petit point qui est intéressant, le ministre va arriver bientôt, mais il faut savoir qu'à Singapour, les ministres ont un incentive, ils sont payés comme des patrons de grandes entreprises, ils ont des KPI, et leur bonus est assez important s'ils sont capables de faire moins que leur budget en coût, exactement gérés comme des entrepreneurs. C'est une suggestion des États de la France à communiquer tout à l'heure au ministre, sans doute. On retient la question. Pour rester sur cette thématique de l'exportation du savoir-faire français, peut-être Patrick Roméo de Shell. Oui, moi je peux prendre un petit exemple. Donc mon groupe a breveté un procédé qui permet de construire des usines de liquéfaction de gaz flottantes. Il faut expliquer, parce que ça c'est quand même assez complexe. Donc on liquéfie le gaz naturel à moins 160 degrés. Alors aujourd'hui ça se fait dans des grandes usines à terre, donc le groupe Shell a décidé de le faire sur des bateaux. Et donc a lancé un appel d'offres international il y a quelques années, et le groupe technique en France s'est associé à un chantier naval coréen et a remporté cet appel d'offres. Donc quelque part l'année prochaine, il y aura le premier navire usine de liquéfaction de gaz flottante qui sera produit. Alors c'est quelque chose d'assez grand, 550 mètres de long, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est Technip Paris qui a remporté l'appel d'offres, et ça c'est vraiment lié au savoir-faire de tout un secteur de l'industrie française. Et puis, de facto, Technip est maintenant le leader mondial de la conception et construction d'usines à gaz flottantes. Donc, a su s'associer à Shell, d'un côté, qui a les brevets, et un chantier naval coréen, pour faire une offre intégrée qu'il est quasiment le seul au monde à pouvoir développer aujourd'hui à grande échelle. Donc, pour moi, c'est un symbole un peu d'une France qui gagne, d'une France qui participe, je dirais, à un mouvement très important qui est le développement de ressources autrefois inaccessibles. Et la France s'appuie sur ses forces et a l'humilité de s'associer à des grands partenaires étrangers pour réussir. Ben voilà, la France qui réussit, ça fait du bien aussi d'entendre ça comme message. Jacques Mulbert, alors, sur là aussi des illustrations de peut-être ce qui peut encore nous freiner dans cette prise de leadership à partir de nos atouts. Donc effectivement, je pense que, comme je l'ai signifié un petit peu tout à l'heure, je pense que la France a beaucoup d'atouts pour exporter. Il va falloir que la France soit capable de créer un écosystème d'entreprises pas forcément françaises, d'entreprises du monde entier, qui développent des solutions innovantes. Je voudrais prendre un exemple qui n'est pas français, qui est suisse, sur ce que c'est que la mobilisation d'un pays pour faire réussir une technologie. Donc, ABB a développé, elle aussi, une chaîne de traction pour les bus selon un concept unique, qui consiste en fait à recharger à chaque arrêt d'un autobus en 15 secondes les batteries, ce qui permet d'avoir des batteries faibles et une grande capacité. La Suisse s'est mobilisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la Suisse s'est mobilisée? Ça veut dire que l'Office des promotions des industries et technologies suisses, les transports publics genevois, les services industriels de Genève et ABB ont décidé de faire un projet pilote. Et pendant 18 mois, on a eu sur une ligne de bus qui a été dédiée à l'essai de cette technologie, à la démonstration de cette technologie. Pendant ce temps-là, évidemment, il y a eu beaucoup d'articles de presse, beaucoup de choses qui ont été faites autour, de très nombreuses délégations étrangères qui sont venues visiter et qui ont pu constater la validité du système. Et c'est aujourd'hui un système qu'on discute dans de nombreux pays, dont la France, pour sa mise en œuvre. Donc il y a moyen de se mobiliser nationalement pour promouvoir des technologies avec des acteurs étrangers ou français, mais locaux. Un mot de conclusion, Christophe Demestre. Oui, peut-être juste conclure, parce que le ministre est arrivé. Je le remercie beaucoup qu'il ait réussi à se libérer après le Conseil des ministres. Donc simplement pour conclure, en disant le message,
c'est encore une fois regarder l'investissement, quel que soit son drapeau. L'investissement est nécessaire en France pour faire redémarrer naturellement notre pays par des idées nouvelles. Naturellement, la standardisation européenne, comme tu l'as dit très justement, on a des usines en France qui exportent beaucoup. Il faut être capable naturellement aussi de se mettre dans un jeu international, notamment européen, de telle manière à profiter de cet avantage. Merci beaucoup de votre attention. Merci à tous. Merci à tous.